Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler du paludisme. Le paludisme, comme vous le savez, très chers amis téléspectateurs, est une maladie potentiellement mortelle qui aujourd'hui fait des ravages dans le monde. En tout cas, nous allons en discuter très rapidement avec notre cher invité, Monsieur Mboup. Monsieur Mboup, bonjour. Bonjour Monsieur Mbalo. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé-École. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, comme je le disais, très chers amis téléspectateurs, nous allons parler du paludisme. Ce phénomène, cette maladie causée par des bactéries, transmise par des piqûres de moustiques. Et nous le savons, le paludisme fait des ravages, surtout en Afrique. En 2020, l'OMS a recensé 241 millions de nouveaux cas et plus de 600 000 décès. Et la majeure partie, en tout cas, de ces décès et de ces cas sont liés à l'Afrique. Et cela me permet de poser la question suivante, docteur. Le paludisme et l'Afrique. Pourquoi l'Afrique, les Africains sont plus victimes de ce problème? D'accord, donc pour parler de ce phénomène, en fait, il faut avoir une vision assez large du palud, sortir uniquement du cadre purement sanitaire, parce que le paludisme, comme vous l'avez dit, c'est une maladie parasitaire. Qui parle de parasite, parle d'un phénomène parfois lié au climat. Au climat et aussi au vecteur, hein, l'agent qui transmet le paludisme. Donc les conditions météorologiques aujourd'hui en Afrique font que le vecteur se développe plus dans la zone tropicale, parce qu'on parle d'une maladie tropicale quand même. Il y a aussi le phénomène épidémiologique qui n'est rien d'autre que le problème sanitaire qu'on a en Afrique en général, qui fait que la gestion de ces maladies ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'épidémies en Afrique quand même, il y a le paludisme, il y a d'autres maladies tropicales, et on parle même aujourd'hui de maladies tropicales négligées qui existent en Afrique. Et aussi sur le plan socio-culturel, aujourd'hui, il y a un problème d'hygiène en Afrique qui pose problème, un problème de la pauvreté qui fait qu'il y a un défaut de prise en charge en général de ces cas-là, mais aussi les croyances culturelles qui font que cette maladie se développe sur des formes graves, très souvent en Afrique, du fait du retard de la prise en charge. Donc voilà un peu de façon ramassée tout le cocktail, en tout cas explosif, qui fait que cette maladie pose d'énormes problèmes de santé publique aujourd'hui dans notre continent. D'accord, d'accord. Et au-delà de ce problème, des problèmes dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a d'autres causes? Quelles sont les causes de la maladie en tant que telle? Donc la cause de la maladie, c'est un parasite, hein, c'est l'infection, c'est une infection. Quand on parle de maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'il y a un agent infectieux qui ne fait rien d'autre que pénétrer l'organisme d'un être humain. Et ce parasite aujourd'hui, appelé le plasmodium, qui existe sous différentes espèces, est aujourd'hui la cause principale de cette maladie qui est le paludisme. Et est-ce qu'il y a un seul type de parasite qui cause le palud? Non. Il y a un parasite qu'on appelle le plasmodium, mais il y a 5 différentes espèces de plasmodium. Il y a le falciparum qui est présent à 98% à peu près, si on prend le cas du Sénégal, mais aussi il y a le plasmodium malaria, il y a le plasmodium ovale, il y a le plasmodium vivax et il y a le plasmodium knowlesi qui est plus rarement vu chez l'être humain. Mais il y a 5 espèces plasmodiales qui sont responsables des formes de paludisme. D'accord, d'accord. Et comment se manifeste le palud? Le palud est une maladie qui évolue en phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase de début, il y a une phase d'état, mais aussi il y a une phase qu'on appelle la phase d'invasion. Donc au début, en fait, c'est une maladie qui va se manifester un peu sur le mode d'un état grippal, donc avec des courbatures, avec des céphalées, des maux de tête, avec parfois une forte fièvre, une sensation de malaise général en gros. Maintenant, il y a cette succession de signes, en tout cas bien stéréotypés, qui permet aujourd'hui de vraiment distinguer le palud des autres maladies et qu'on appelle l'accès palustre, qui évolue en triade. Quand on parle de triade, c'est 3 principaux signes que sont les frissons d'abord, ensuite la fièvre et enfin une étape de sueur. Donc c'est un accès palustre qui est vraiment bien stéréotypé, bien décrit par les gens atteints de paludisme, qui survient parfois la nuit, qui vont te décrire qu'ils ont eu froid un moment jusqu'à se couvrir, et que cette sensation de fraîcheur a soudainement disparu, laisser place à une forte fièvre
qui fait que le malade va rejeter ses couvertures, va se découvrir, etc. Et enfin, comme s'il perdait cette chaleur sous forme d'une sudation, donc il sue et cet accès dure entre 8 et 10 heures au total, l'accès. Donc ce qui fait que le malade ne dort pratiquement pas la nuit et il arrive à l'hôpital en général aux premières heures. Et dès qu'il est vu, voilà, ensuite la prise en charge est faite correctement en milieu hospitalier. D'accord, d'accord. Si je vous comprends bien, le paludisme est causé par des bactéries qui sont transmises par des parasites. Des parasites, autant pour moi, qui sont transmis par des piqûres de moustiques. Et au-delà de ce mode de transmission, est-ce que le paludisme est contagieux? Effectivement, le vecteur constitue aujourd'hui l'agent le plus connu de transmission. Mais attention, il existe une transmission directe du paludisme. Une transmission directe qui existe. Parce que le vecteur, dès qu'il y a intervention d'un vecteur, on parle de la transmission indirecte. Le paludisme peut bien se transmettre par transmission directe. Donc, un malade peut transmettre à un autre le paludisme. Exactement. D'habitude, on dit souvent que c'est uniquement causé par l'anophèle femelle, par des piqûres de moustiques. Ce sont des situations extrêmement rares, mais à ne pas exclure. Parce que dès qu'il y a échange de sang entre une personne infectée et une personne saine, il y a transmission de l'agent. Par contre, il est extrêmement rare de voir aujourd'hui du sang transmis, etc. Mais il peut arriver. Un accident lors d'une transfusion sanguine, ça peut arriver. Un sang contaminé par le plasmodium, etc. Mais il y a aussi cette transmission verticale qui existe. La transmission verticale qui n'est rien d'autre que la transmission par la voie placentaire pendant la grossesse de la mère vers l'enfant, qui peut créer ce qu'on appelle un paludisme néonatal, l'enfant qui naît. Nous viendrons d'ailleurs sur ça, le paludisme, les femmes enceintes et le paludisme. En tout cas, c'est une nouvelle que je viens de découvrir parce que moi, je ne savais pas que le paludisme pouvait se transmettre sans la présence d'un moustique, et, entre autres. Alors, comment le paludisme est diagnostiqué à l'hôpital? Alors, il y a ce qu'on appelle un algorithme diagnostique qui permet, en cas de suspicion de palu, aujourd'hui, les recommandations nous indiquent que le paludisme, il est systématiquement suspecté en cas de fièvre inexpliquée. Donc, on nous dit même dans le jargon que toute fièvre est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Donc, dès la réception d'un malade qui présente une fièvre, quels que soient les signes associés, qu'il ait ou non une triade, on lui fait ce qu'on appelle un test de diagnostic rapide qui est réalisé en 15 minutes et à la lecture des résultats, on peut avoir une confirmation ou non du paludisme. Par contre, le test de diagnostic rapide positif, effectivement, il confirme le paludisme, mais même s'il est négatif, il n'exclut pas le paludisme. Parce que tout dépend de la phase à laquelle on est. Ce test de diagnostic qui est sensible à une protéine émise par le parasite dépendra de la densité parasitaire, etc., pour sa positivité. Au-delà de ce test de diagnostic rapide qui est réalisé en salle de consultation, on a ce qu'on appelle la goutte épaisse, qui est plus connue du grand public. La goutte épaisse qui permettra cependant de voir directement la présence ou non du parasite. Une goutte épaisse qui est négative, là on peut exclure d'office un paludisme. Au-delà de ça, il y a d'autres techniques qui sont un peu plus avancées, des techniques de biologie moléculaire, etc., qui sont bien plus scientifiques, bien moins accessibles, bien sûr, parce que tout simplement du fait de la sophistication des techniques utilisées. Mais en tout cas, ce qu'on a à l'hôpital, c'est le TDR sur place, et ensuite la goutte épaisse pour confirmer. Et ensuite, faire le bilan, etc., on y reviendra, je pense. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle, très chers amis téléspectateurs, que vous êtes sur votre émission Téléécole, notre émission Téléécole. Et aujourd'hui, nous parlons de paludisme et nous avons le plaisir d'avoir M. Mboup, médecin généraliste. M. Mboup, est-ce qu'il y a des degrés de gravité avec le palu? Oui, parce que le paludisme, dès qu'on le diagnostique, nous, l'assertion qu'on attend en fait de la référence, c'est de savoir est-ce que c'est un palu simple ou est-ce que c'est un palu grave. Parce que si bien que ce ne soit pas logique, la prise en charge, elle est complètement différente. Et c'est quoi la différence entre le palu simple et Ce sont des critères très objectifs qui ont été élaborés par l'OMS et qui sont revus d'année en année. Aujourd'hui, il y a des critères cliniques, ce qu'on appelle les critères cliniques, c'est ce qu'on peut voir sur un malade qui font qu'on a un palu grave. Je peux vous citer entre autres un malade qui vient pour un palu. Déjà, avant de parler de palu grave, il faut qu'il y ait confirmation qu'il y a
infection par le plasmodium pour confirmer qu'il y a un paludisme. Et à cela, s'il s'associe par exemple des convulsions, les convulsions sont des troubles neurologiques, d'autres troubles de la conscience, un œdème pulmonaire, c'est-à-dire un malade qui a du mal à respirer tout simplement, une coloration jaune, ce qu'on appelle l'ictère. Il y a aussi les saignements anormaux, de quelle nature qu'ils soient, soit une épistaxie, c'est-à-dire les saignements par le nez, ou bien une hémoglobinurie, les gens qui urinent du sang, etc. Oui, tout cela va être lié au palud, on en parlera sur les complications. Il y a la prostration aussi, c'est-à-dire le malade avec qui tu parles et qui ne peut même pas tenir assis du fait de sa faiblesse. Il y en a d'autres, etc. Donc ça, ce sont des critères cliniques. C'est une maladie complexe et c'est d'ailleurs pourquoi c'est pratiquement le premier cause de décès en Afrique parce que c'est des complications graves si la maladie n'est pas bien prise en charge. Effectivement. Et au-delà de ces éléments cliniques qu'on peut objectiver, il y a ce bilan systématique qu'on demande en cas de palud et qui peut nous indiquer est-ce qu'on est en face d'un palud grave ou non. Et là, ce sont des complications vraiment qui ont des répercussions métaboliques sur le fonctionnement même des organes. Et en particulier des organes nobles. On y reviendra sur les complications. Effectivement, on va y aller même quand on parle de complications. Quelles sont en tout cas les complications possibles avec le palud? Alors, vous me permettrez de façon très simplifiée d'expliquer pourquoi le palud se complique ainsi. C'est un parasite. Un parasite, c'est rien d'autre qu'un être vivant qui vit aux dépens d'un autre, qui va se multiplier dans un organisme. Et ce parasite, une fois dans l'organisme, il va se loger dans le foie. C'est sa prédestinée. Donc, on parle d'une phase hépatique de la maladie qui ne présentera pas de signe. À cette étape, le malade ne présente aucun signe. Cependant, il y a cette deuxième phase qui se passe dans le sang, la phase sanguine, qui est douée de complications. Pourquoi ? Parce que ce parasite va s'attaquer directement aux cellules sanguines, va les détruire. C'est ce qui peut causer notamment les saignements anormaux dont on parlait tout à l'heure. Il va détruire les cellules sanguines, le malade va perdre du sang, il va être victime d'hémorragie parfois. Mais aussi, les parasites vont se grouper, ce qu'on appelle l'agglutination parasitaire, et vont former des microthrombis, c'est-à-dire des petits clous qui peuvent boucher un vaisseau. Quand on parle de vaisseau, on parle de circulation sanguine. Et on parle d'organes qui seront alimentés en sang. Donc, le palud peut être cause de beaucoup plus de maladies. Bien sûr. C'est une maladie très sous-estimée, très sous-cotée. Ouais, parce que moi, tout ce que vous êtes en train de dire, moi, j'étais pas assez informé parce que là, ça confirme que c'est une maladie vraiment redoutable. Très redoutable. Et qu'il faut vraiment renforcer, en tout cas, les mesures pour éradiquer, pour bouter le paludisme, en tout cas, hors de notre continent. Vous étiez en train de parler des complications. Oui. Donc, une fois qu'il y a des vaisseaux, en tout cas, qui sont bouchés par ces parasites, on a ce qu'on appelle une défaillance d'organes. L'organe qui n'est plus alimenté correctement en sang, il est défaillant. Et là, on va retourner à nos complications qui font qu'on parle d'un palud grave. Imaginez-vous, un vaisseau qui va au cerveau, qui obstrue à un moment. Le cerveau ne reçoit plus correctement de sang. Et là, ça cause des troubles de la conscience. Si c'est un vaisseau qui va vers le rein, le rein n'est plus alimenté. Et là, ça cause ce qu'on appelle une insuffisance Pourquoi rénale. parfois, docteur, vous avez parlé de troubles de conscience? Parce que parfois, on a l'habitude de voir, surtout en Afrique, des gens qui sont tellement malades, qui ont des troubles de conscience. On se dit souvent que ce n'est pas une maladie pour l'hôpital. Il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir les tradipraticiens. Donc, si je vous suis, le paludisme peut causer ces troubles de mémoire, entre autres. Et pour aller plus loin, dans les complications du paludisme, on a des manifestations psychiatriques. Okay. L'enfant, on parle du neuropaludisme là, l'enfant atteint de neuropaludisme aura des troubles psychiatriques. Il aura des hallucinations visuelles. Il peut se lever en pleine nuit et dire qu'il voit une telle ou une autre personne. Et c'est ce qui va faire intervenir ce volet culturel de problèmes de prise en charge de cette maladie. Parce que les parents ne croient pas forcément que c'est le paludisme qui est en cause. Alors que c'est écrit, c'est du noir sur blanc, c'est scientifiquement prouvé que le paludisme est à l'origine de manifestations psychiatriques, tout simplement parce que ce cerveau n'est plus correctement alimenté en sang et en oxygène.
Et ça, c'est quand le palu est mal géré, c'est quand il n'est pas pris en charge. Donc les conséquences peuvent aller jusqu'à une perte de connaissance, des problèmes cicatrices. C'est ce qu'on appelle le neuropaludisme. C'est une forme qui peut amener l'enfant à être dans le coma, tout court. Et c'est la forme la plus redoutée du paludisme. Mais aussi, il y a ces formes qui causent d'autres défaillances d'organes. Le rein peut être atteint. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë d'un paludisme. Une insuffisance rénale aiguë causée par le paludisme. par le palu. Et il constitue un critère de gravité du palu. On peut avoir une anémie qui découle d'un paludisme. Si je vous suis, le paludisme, beaucoup de maladies, beaucoup de complications de santé peuvent émanent du paludisme qui n'est pas bien géré. Donc le paludisme favorise en tout cas, ou bien le paludisme est tout simplement très, très, je vais dire, très, très dangereux parce que toutes ces conséquences que vous venez de dire, en tout cas, moi, je n'étais pas informé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui n'étaient pas, en tout cas, informés. Et d'ailleurs, je profite pour vous remercier pour ces informations et peut-être vous demander, mais avec toutes ces complications, comment éviter ces complications? Comment traiter le paludisme? Le paludisme, il doit être traité, déjà, il doit être vu tôt. Hein. C'est ça le premier. D'ailleurs, comme tous les problèmes de santé. Une maladie vue tôt est plus facilement traitée qu'une maladie vue tard. Et vu les complications dont on vient de parler, alors un paludisme qui arrive en retard à l'hôpital, ça devient une bombe, ce qu'on appelle une bombe. C'est clair. Parce que tout simplement, le malade, au-delà de son paludisme, on a la prise en charge de complications multiples. Donc, la prise en charge, si elle est faite à temps, c'est-à-dire qu'on la prend en charge dès les premiers signes d'alerte, on n'aura pas à prendre en charge en fait un palu grave. Sauf que si elle est mal prise en charge, ou en tout cas qu'elle n'est pas prise en charge tout court, on passe au palu grave. Et là, la prise en charge devient plus complexe. Je vous ai tantôt dit que la prise en charge diffère totalement, selon qu'on soit face à un palu simple ou un palu grave. Un palu simple, il est traité ce qu'on appelle en oral. On vous donne des médicaments à boire, notamment les ACT. Et ce sont des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. L'artémisinine qui est un dérivé de la fameuse plante Artemisia qu'on connaît tous depuis la pandémie. Donc c'est une maladie, c'est une molécule qui est là pour traiter le paludisme. Qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, effectivement. Parce que tout simplement qu'elle a aussi des propriétés antivirales. Donc elle peut être efficace. Par contre, si le malade est vu tard, alors l'obligation de l'hospitalisation se pose. On est obligé de l'hospitaliser parce qu'il prendra un traitement par voie injectable avec une molécule qu'on appelle l'artésunate, qui est aujourd'hui la pierre angulaire du traitement du paludisme grave. On a d'autres dérivés qu'on peut utiliser, la quinine, qui est plus connue du grand public, ou aussi l'artéméter. Mais en tout cas, la prise en charge, elle est axée autour de ça, mais aussi axée autour de la prise en charge des signes. Un malade qui se plaint de douleur, nous, on ne va pas aller accélérer sur le palu. On lui soulage d'abord sa douleur. On fait baisser sa température. On essaie de faire disparaître, en tout cas, ces troubles de la conscience qui l'amènent, etc., avant d'aller s'articuler sur la prise en charge proprement dite, de lutter contre le parasite. En tout cas, la prise en charge, c'est soit par voie orale avec les ACT, si la forme est simple, oui, et l'artésunate par voie injectable si elle est vue tard et elle est dotée de complications. D'accord. Donc ici, peut-être le message pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, en tout cas, c'est qu'il faut aller tôt. La santé, c'est votre plus grand trésor. Hein, la santé, c'est la chose, c'est ce qui prime dans la vie de l'être humain. Donc, toutes ces causes dont on a parlé, en tout cas dont M. Mboup nous a parlé, si vous sentez ces complications ou ces problèmes de santé-là, allez très rapidement voir un médecin. Et tout simplement, surtout les femmes enceintes, parce qu'on dit, on va en venir d'ailleurs, le paludisme fait énormément de dégâts chez les femmes enceintes. Elles sont plus faibles et souvent on mène des campagnes, en tout cas de sensibilisation, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Le paludisme et les femmes enceintes, qu'en est-il, docteur? Alors la femme enceinte, comme vous l'avez dit, elle est faible. Quand on dit faible, c'est par rapport à l'immunité, par rapport à ses défenses. Les défenses naturelles de l'organisme sont affaiblies en état de grossesse.
et elle est plus vulnérable à n'importe quelle maladie. Maintenant, le paludisme, vu l'épidémiologie, vu le contexte, vu notre zone géographique, pose un énorme souci, effectivement. Et n'oublions pas qu'il y a cette transmission transplacentaire qui peut compliquer la grossesse. Le paludisme, associé à la grossesse, c'est des interactions vice-versa. Le paludisme va agir sur la grossesse parce que la complication ultime dont je peux vous parler, c'est que le paludisme peut mener à un avortement de la grossesse, peut mener à un avortement, peut mener à des malformations chez le bébé, peut mener à diverses complications sur la grossesse. Mais aussi, la grossesse va agir sur le paludisme parce qu'il va la compliquer. Il va compliquer cette maladie. La femme en état de grossesse, ses défenses ne sont plus les mêmes. Et les complications que peuvent induire le paludisme chez une personne non enceinte seront encore plus graves chez la femme enceinte. C'est pourquoi les femmes enceintes, ici, on leur donne un traitement préventif contre le paludisme systématiquement. Exactement. Elles prennent ce qu'on appelle les SP, qu'elles prennent même pour s'assurer qu'elles le prennent. On le leur donne à l'hôpital. C'est un traitement directement observé. C'est même pas un médicament qu'on donne. Parce qu'il ne faut pas jouer. Quand on est assez faible, quand on est enceinte, il ne faut pas jouer, prendre des risques. Tout simplement parce que le paludisme est une maladie assez dangereuse, surtout pour les femmes enceintes. La femme enceinte, déjà, c'est une personne à part dans la prise en charge. Déjà, sa prise en charge sera différente. Une femme enceinte dans son premier trimestre de grossesse, qui est infectée par le palu, d'entrée est classée palu grave, quelles que soient les manifestations qu'elle a. Dès qu'elle a un TDR positif, on la classe palu grave, du fait du haut risque materno-fœtal qu'on a. On a des risques sur le bébé, on a des risques sur la femme. Donc, elle est classée tout court, palu grave. Donc, on incite les femmes enceintes aujourd'hui, dès que, voilà, on parle de la 16e semaine de grossesse, à partir de la 16e semaine, ou en tout cas dès qu'elles sentent que le bébé est en train de bouger, ce qu'on appelle les premiers mouvements actifs du fœtus, à se rapprocher de leur sage-femme ou de leur gynécologue pour pouvoir être supplémentées en SP, les sulfadoxine pyrimétamine. Donc elles prennent 3-4 doses durant la grossesse, ce qui permet en tout cas de prévenir tout risque d'infection par le paludisme. Alors, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, comment, en tout cas, prévenir tout ça? Pourquoi cette prévention, quand on parle de palu, pourquoi on parle de prévention beaucoup plus chez les enfants? Au-delà des femmes enceintes, on voit aussi que le paludisme fait énormément de ravages chez les enfants-là. Donc, pourquoi, quand on parle de prévention, on s'attaque directement aux enfants? Parce que tout simplement, les enfants, vous avez dit, comme les femmes enceintes, le palu fait beaucoup de ravages chez les enfants, du fait aussi de leur faible immunité. C'est comme les femmes enceintes, c'est un peu est aussi faible. Et aussi faible en termes d'immunité. L'immunité n'est pas assez mature, le système immunitaire. Il n'est pas assez mature. Aujourd'hui, les enfants, ce sont des sujets tellement fragiles qu'ils te font un neuropalu en 2-3 jours. Ils font un neuropaludisme, ils sont dans le coma. Les enfants de moins de 5 ans, le plan de prévention du palu vise plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Parce que les enfants de moins de 5 ans, il est prouvé qu'ils viennent très souvent avec un paludisme grave, qui atteint très souvent le stade de coma. Ils viennent avec complètement la conscience complètement altérée, ils viennent avec un coma ou bien avec un neuropaludisme. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qui fait que les enfants, ils sont la pierre angulaire de ce plan stratégique de prévention. Exactement, et quand vous parlez d'enfants et de comment cela me rappelle même le professeur Daouda Ndiaye qui aujourd'hui a fait le test de diagnostic, l'un des tests les plus performants en tout cas pour éradiquer le paludisme dans le monde. Il disait qu'il a été dans le coma dans son enfance parce que tout simplement il a failli perdre la vie à cause du palu. Et c'est ce qui l'a poussé en tout cas à lutter contre ce problème. Et nous allons d'ailleurs revenir sur ça pour parler des vaccins. Mais avant cela, comment est-ce qu'il y a des moyens de prévention au-delà des mesures qui ont été prises pour les femmes enceintes, pour les enfants en général? Comment est-ce qu'il y a des moyens de prévention pour lutter contre ce paludisme? Oui, il y a des moyens de prévention. Le paludisme étant une maladie quasi exclusivement transmise par un vecteur, je dis quasi exclusivement parce qu'on a parlé des autres modes de transmission, il y a cette lutte contre le vecteur du paludisme, ce qu'on appelle la lutte antivectorielle.
Le vecteur étant un moustique, bah, on a recours aux insecticides. Exactement. On a recours à des moustiquaires imprégnés, ce qu'on appelle les MILDA, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Il y a les plans stratégiques qui sont mis en place. On y reviendra, Inch'Allah. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la chimioprophylaxie. Quand on parle de prophylaxie, c'est une prévention, qu'elle soit saisonnière ou qu'elle soit faite chez des voyageurs. Parce que quelque chose que les gens négligent, c'est que quand on vit plus de 2 ans hors de la zone d'endémie du palu, hors de la zone intertropicale, quand on revient, on ne revient pas les mains vides. Il faut prendre le traitement antipalustre avant de venir, au risque de faire un paludisme grave qui peut vous emporter. Parce qu'il n'y a plus cette protection, cette immunité. Effectivement, je vous donne une anecdote. J'avais une malade venant de France qui était très jeune, qui avait 27 ans, je pense. On lui avait dit de prendre le traitement, elle avait négligé. Mais elle a failli être emportée par le paludisme une fois au Sénégal. Parce qu'une fois que le plasmodium il entre dans un organisme, dans l'organisme de quelqu'un qui vit en zone d'endémie, parce que nous, qui vivons ici, nous développons une certaine immunité contre le paludisme. L'organisme se défend. L'organisme se défend. L'organisme a été une fois en contact avec le plasmodium, il y a une certaine immunité qui est là. Alors que les gens qu'on appelle les sujets neufs, qui sont nouveaux dans la zone, ils n'ont aucune immunité. Et c'est direct un palu grave, avec le foie qui est attaqué de façon très virulente par le parasite. Parce que le système de défense, l'organisme se dit, voilà, je suis plus dans des zones de risque. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça me fait penser à cette citation de Charles Darwin, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent, mais le plus adaptable au changement. L'organisme s'adapte en fonction du milieu. Donc, si on n'est plus dans des lieux, dans des zones endémiques, au retour, il faut, par prévention, suivre un traitement ou prendre des mesures de prévention. Effectivement, et ça appelle tous les Sénégalais de l'extérieur qui y vivent plus de 2 ans. Avant de venir, il faut prendre le traitement antipalustre. Il faut le prendre la veille ou le jour de votre départ et le prendre durant tout votre séjour et vous le continuez même 7 jours après le retour. Et ça, c'est un message pour ceux qui sont de la 15e région, la diaspora. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que on ne joue pas, tout simplement, avec la santé. Donc, avec ces mesures-là, après ces mesures-là, est-ce que j'ai entendu le docteur, le professeur Daouda Ndiaye, parler de son vaccin et il a même dit que voilà, il y a des pays comme l'Algérie en 2018 qui ont pu éradiquer le paludisme parce que bien qu'il soit évitable et traitable, il continue d'avoir des conséquences dévastatrices. Comment éviter ces conséquences-là? Est-ce qu'un vaccin ne serait pas une solution? Parce qu'il y a des vaccins. Est-ce qu'il y a déjà des vaccins? Au cas contraire, où sont à quel niveau sont les recherches pour le vaccin? Alors, la vaccination contre le paludisme, c'est un débat depuis des années maintenant, c'est un débat parce que tout simplement, il n'y avait pas d'homologation pour un vaccin. Et effectivement, c'est quelque chose de très récent, ça date de début 2022, fin décembre 2021, janvier 2022, la première homologation d'un vaccin reconnu, qu'on appelle le RTS-S. C'est un vaccin, encore appelé Mosquirix, qui est aujourd'hui mis en commercialisation. Je ne suis pas sûr qu'il soit commercialisé dans nos zones pour le moment, mais en tout cas, à travers le monde, c'est un vaccin qui a commencé à être utilisé. Aujourd'hui, ce genre de maladie, c'est une aubaine d'avoir un vaccin qui permet d'éviter la survenue de cette maladie. Au-delà des autres moyens qu'on utilisait sur place, le vaccin, c'est quelque chose qui est vraiment la bienvenue, en tout cas si on en dispose. Mais en tout cas, retenez qu'effectivement, officiellement, il existe actuellement un vaccin contre le paludisme qui est utilisé depuis cette année même, l'année 2022. D'accord, super, super. Alors, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le vaccin, on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir. Donc, des mesures de prévention sont toujours pris en compte, en tout cas, et ça me permet d'ailleurs de poser la question suivante. Quelles sont les mesures aujourd'hui, au-delà de ce vaccin, entre autres, qui sont prises par nos autorités au Sénégal pour lutter, éradiquer définitivement le paludisme au Sénégal?
Alors, au Sénégal, on a ce qu'on appelle le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, qui a que pour vocation la mission, enfin, sa mission ultime, en tout cas, c'est l'éradication du paludisme. Maintenant, il faut savoir qu'on a des zones chaudes et des zones moins chaudes ici. Quand je parle de zones chaudes, ce n'est pas question de climat, c'est une question de prévalence de palu. Vous prenez la zone sud aujourd'hui, c'est une zone qui est qui a une très forte prévalence de cette maladie. Alors, les objectifs ne seront pas forcément les mêmes dans la zone sud par rapport à la zone nord. Aujourd'hui, dans la zone nord, on parle de pré-élimination du palu. Ce sont des zones où le palu n'existe presque plus. Mais attention, ces zones sont les plus à risque de voir naître des formes graves. Parce que il y a plus ce système de effectivement, défense ce système de défense n'est plus mis en place. On parle de l'éradication. Par contre, dans la zone sud, on est surtout dans une logique de réduction de la prévalence. Aujourd'hui, le PNLP a un plan stratégique national quinquennal qui va de 2021 à 2025. Et parmi les différents objectifs, en tout cas les différents parfois résultats, parfois objectifs, il y a la baisse de l'incidence du paludisme au Sénégal. Quand on parle d'incidence, c'est la baisse du nombre de nouveaux cas qu'on a par année. Aujourd'hui, l'autre volet, c'est la couverture thérapeutique. La couverture, c'est d'être sûr qu'en tout cas, toute personne avec un TDR positif, paludisme, soit traitée. Et aujourd'hui, on a atteint le chiffre de 95,7%. Des gens qui ont un TDR positif sont traités. Et ça, c'est quand même des choses très saluables. L'autre chose, c'est la lutte contre le plasmodium, contre l'incidence, la prévalence de l'agent, qui est passée de 3% à aujourd'hui 0,9%. C'est-à-dire qu'on est en train de maîtriser petit à petit cette chaîne de transmission. Parce que dans la lutte contre ces maladies infectieuses, il faut il faut rompre la chaîne de transmission. L'autre chose, c'est qu'on parvient aujourd'hui avec ce plan stratégique à avoir une baisse du nombre de décès. En 2015, il y avait 526 décès liés au paludisme au Sénégal. En 2019, ce chiffre a baissé à 300 et quelques. Nombre de décès, 262 même en 2019, c'est-à-dire une baisse de presque 300 décès. On a gagné presque 50% sur le truc. Aujourd'hui, d'autres choses qui sont en train d'être mises en place sont des formations du personnel. Le personnel, moi-même, j'ai participé à différentes formations, des différents districts sanitaires sont formés annuellement et leurs connaissances sur cette maladie sont mises à jour. Ce qu'on dit aujourd'hui en novembre 2022 ne sera pas forcément valable en janvier 2021. Il y a des mises à jour qui sont faites de façon quasi quotidienne. D'ailleurs, c'est l'ordre pour moi de saluer le professeur Daouda, par exemple, qui travaille sur ce paludisme. Et c'est ce genre de personnes aujourd'hui qui permettent de mettre à jour les connaissances quasi quotidiennement, si on suit la littérature, on suit l'évolution de cette maladie. Les autres choses qui sont mises en place sont des choses plus connues, ce sont les communications audiovisuelles, aujourd'hui avec les publicités, les campagnes de sensibilisation, etc. Voilà, la campagne de dons de moustiquaires. Parce qu'il y a un plan qu'on appelle les 3T, c'est que l'objectif, c'est que toutes les familles, toutes les nuits et toute l'année dorment sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Donc, entre autres, voilà les différentes... Et ça, c'est des campagnes qu'on voit. En tout cas, cela montre aussi que l'État est en train de faire des efforts et que ces efforts aussi portent leurs fruits et que d'ici quelques années, nous pourrons éradiquer en tout cas le paludisme. D'après l'OMS, en tout cas, voudrait d'ici 2030 éradiquer définitivement le paludisme. Et nous espérons, avec les efforts fournis au Sénégal, que le Sénégal y arrivera très bientôt, avant 2030. Docteur, ce fut en tout cas un grand plaisir. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission et voilà, nous avons beaucoup appris, nous avons énormément aimé votre pédagogie, votre manière de donner en tout cas les informations avec beaucoup d'élégance. Merci beaucoup pour ces informations-là. Donc, peut-être vous demander votre mot de la fin, si vous avez un message à donner. Donc, le plaisir est partagé, M. Mohamed. C'est un plaisir aussi pour nous de communiquer à travers les différents supports qu'on a. Au-delà de l'hôpital, il faut aussi se rapprocher de la population, parler avec eux, parce que ce sont des maladies qui peuvent être négligées, mais qui peuvent être très, très, très dangereuses pour notre santé.
Donc, incitons encore plus la population à plus de bienveillance vis-à-vis de leur santé, pas seulement du paludisme, mais aussi de toutes les maladies. Hein. La pandémie est toujours là, ne l'oublions pas. Donc, la prise en charge, plus tôt elle est faite, et mieux elle sera. Et ça permet d'éviter, en tout cas, des choses qui sont évitables, mais qui peuvent avoir des conséquences drastiques sur notre santé. Donc, comme j'aime le dire, la santé avant tout. Et rapprochez-vous des agents de santé, des professionnels de santé qui peuvent vous aider. Nous sommes là pour ça, nous avons appris, nous avons fait nos études pour ça. Et nous continuerons en tout cas d'essayer de partager le peu de connaissances qu'on a avec la population au plus bas niveau de l'échelle pour que le message puisse passer correctement. En tout cas, merci beaucoup. Téléécole aussi est là pour ça, pour promouvoir en tout cas tous ces jeunes qui veulent en tout cas partager ou qui sont dans la quête de connaissances. On dit souvent que la valeur n'atteint point le nombre d'années et ça se confirme avec ce plateau parce que ça a été très riche en échanges. Merci en tout cas pour ça. Et très chers amis téléspectateurs, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de l'émission Ma Santé. D'ici là, restez connectés au programme de Téléécole et prenez surtout bien soin de vous. Mangez bien, mangez pour se soigner en mangeant. Voilà la recommandation et surtout, gardez le sourire. À très bientôt.